Le sommet des 7 pays industrialisés s'est ouvert à Londres, des divergences sur le problème de la dette des pays du tiers-monde et une déclaration commune sur les valeurs démocratiques à respecter. Enrico Berlinguer, victime d'une hémorragie cérébrale, le leader du PCI, est dans un état très critique. Carredas pour la finale de Roland-Garros, McEnroe rencontrera Ivan Lendl et Martina Navratilova sera face à Chris Evert-Lloyd, le double français Noah Lecomte, lui aussi qualifié pour le dernier tour. Et puis Laurent Fignon en rose, le coureur français est ce soir en tête du classement général du Tour d'Italie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Roland-Garros sans bâche et sans parapluie, les internationaux de France avaient repris aujourd'hui un air de fête. Tout est maintenant en place pour les grandes finales, au terme d'une journée qui a confirmé que les meilleurs sur le papier étaient aussi les meilleurs sur le terrain. McEnroe et Lendl, tête de série numéro 1 et 2, se retrouveront pour la finale messieurs, tandis que chez les dames, Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd se retrouveront elles aussi pour le dernier tour. Et puis une surprise, enfin presque une surprise, Yannick Noah jouera en finale, mais il n'y a pas de miracle là-dessous, puisque c'est dans le double qu'il s'est qualifié en compagnie d'Henri Lecomte. Le compte-rendu de cette journée avec Gérard Rolls et Roger Isabelle, en commençant par les 4 balles de match difficiles d'Ivan Lendl. Lendl a gagné les 2 premiers sets 6-3, 6-3, il mène 6-5 dans le 3e. Première balle de match, le sauvetage de Wilander. Wilander attaque, sur la ligne, Lendl renvoie à mal, volée gagnante de Wilander, sauvé pour la première fois. Deuxième balle de match, le doute. Lendl toujours au service. Première balle, trop longue, faute. Deuxième balle, dans le filet, double faute, aïe aïe aïe. Troisième balle de match, l'impatience. Lendl serre, trop impulsif, son coup droit sort. Quatrième balle de match, merci les lignes. Lendl serre, sur la ligne. Volée de coup droit, sur la ligne. Wilander craque, Lendl gagne, ouf, il se qualifie pour la finale. Bon, maintenant je vais aller regarder le match Connors-McEnroe pour voir la façon dont il joue. C'est certain, il n'y aura pas de surprise. McEnroe va monter au filet, Connors va essayer de retourner le mieux possible. Ce sont 2 très bons joueurs, alors peu importe qui gagne, ce sera difficile pour moi. Avantage Connors. Il a vu, mais il a aussi entendu, Ivan Lendl. Jimmy Connors à John McEnroe qui vient de discuter une décision de l'arbitre. Alors écoute, j'en ai marre que tu te comportes comme un gamin. T'as vraiment l'âge mental de mon fils, t'as compris, oui? Brett, le fils de Jimmy Connors, a aujourd'hui 5 ans, mais son père a 7 ans de plus que John McEnroe et Jimmy Connors ne va pouvoir résister que l'espace d'un set, le premier. Après, il sera opposé à un bombardier qui va passer 49% de première balle de service et 12 aces. Au total, John McEnroe a gagné 4 jeux blancs pour se qualifier pour la première fois de sa carrière pour la finale de Roland-Garros. Le score, 7-5, 6-1, 6-2. Et pour le plaisir, le plus beau point de ce match. Ivan Lendl a bien raison de dire que ce sera difficile dimanche. Cet homme est vraiment dangereux. Une bien jolie finale en perspective. Les 7 participants du sommet des pays industrialisés sont entrés ce matin dans le vif du sujet et déjà un sentiment de déjà-vu puisque, comme à Williamsburg, les 7 pays qui ont bien du mal à régler leurs problèmes économiques, les 7 sont parvenus en revanche à se mettre d'accord sur une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment les valeurs démocratiques qu'ils partagent sans regret. De Londres, les explications de Georges Bortoli. Nous, chefs d'État et de gouvernement, affirmons notre engagement envers les valeurs qui soutiennent nos sociétés. C'est solennel, mais teinté d'optimisme comme un rayon de soleil sur un gazon anglais. Les Occidentaux élargis au Japon réaffirment leur croyance dans la liberté, mais aussi dans la justice sociale et dans le droit au travail. Bref, de quoi satisfaire tout le monde dans ce club des 7 à majorité conservatrice, mais qui compte aussi tout de même 2 socialistes, messieurs Mitterrand et Crasy. Sur le plan international, coopération avec tous les pays, quel que soit leur régime politique.
Bref, un texte archi nuancé, fruit de compromis un petit peu laborieux entre ceux qui, comme Ronald Reagan, voulaient quelque chose d'un peu claironnant et ceux qui, comme François Mitterrand, ne veulent surtout pas que ces sommets désindustrialisés se transforment en un super directoire atlantique qui donnerait des leçons de conduite au monde entier. Il n'empêche que les discussions d'aujourd'hui portaient sur l'économie et plus particulièrement sur le très délicat problème de la dette des pays du tiers-monde. Sur ce thème, de nombreuses divergences sont apparues. Il faut dire qu'il s'agit cette fois de quelque chose de tout à fait concret qui ne se règle pas par de simples mots. Philippe Sassier. Après le dîner politique d'hier, la journée est largement économique, bien que la frontière soit souvent difficile à tracer entre les deux. Dossier central, les dettes des pays en voie de développement. Dossier brûlant parce que Ronald Reagan sait qu'à travers lui se posent les questions des taux d'intérêt américains et de la stabilité des monnaies, de la croissance économique, de l'ouverture des frontières à de nouveaux produits. François Mitterrand a plaidé notamment 4 grands thèmes. Une réforme du système monétaire international à laquelle seraient associés les pays pauvres en même temps que les pays riches, la mise en place de nouvelles facilités financières internationales pour les pays endettés, la prise en compte dans la recherche d'une solution à l'endettement des différents pays du problème général du développement dans le monde, enfin la reconnaissance d'un lien entre la hausse des taux d'intérêt américains et le fardeau de la dette. Ces thèmes ne font pas l'unanimité. Par exemple, Helmut Kohl, tout à fait d'accord avec M. François Mitterrand sur les dangers que représente la hausse des taux d'intérêt américains et le déficit budgétaire, ne partage pas ses vues sur une réforme du système monétaire. Margaret Thatcher a un sentiment identique pour les Anglais. Il s'agit moins de stabiliser les monnaies que d'adapter les économies de chaque pays à la crise économique. Ces discussions économiques permettent de mesurer les divergences qui existent entre ces pays qui veulent affirmer à la face du monde que leur union fait leur force, mais qui ont parfois des approches très différentes des problèmes, même si sur le fond, ils sont d'accord. Ici, il n'y a pas véritablement consensus, il n'y a pas véritablement conflit, du moins pour le moment. Et on discute justement pour empêcher que ces contradictions particulières ne débouchent sur un déséquilibre plus général. Et c'est peut-être là que se situe la véritable raison d'être de ces sommets. Le chef du Parti communiste italien, Enrico Berlinguer, victime d'une hémorragie cérébrale hier soir alors qu'il tenait un meeting dans la ville de Padoue. Monsieur Berlinguer, transporté à l'hôpital, est ce soir dans un état extrêmement critique. Enrico Berlinguer, qui a 62 ans, est une figure très exceptionnelle du mouvement communiste. C'est lui qui est à l'origine de ce que l'on a appelé il y a une dizaine d'années l'eurocommunisme, qui revendiquait l'autonomie des partis européens à l'égard de Moscou. De Rome, Victor Vraman. L'état de santé d'Enrico Berlinguer sont plutôt pessimistes. Un homme politique qui est allé s'informer à l'hôpital cet après-midi a dit « Tant que le cœur bat, il y a de l'espoir, mais j'ai l'impression que l'encéphalogramme est plutôt plat. » Des hommes politiques qui sont des adversaires de Berlinguer sont allés s'informer au siège du Parti communiste à Rome. On a même vu le président de la République, Sandro Pertini, qui a décidé d'aller à Padoue et de suivre sur place l'évolution de l'état de santé d'Enrico Berlinguer. Cet hommage d'un président de la République d'un pays occidental au leader d'un parti communiste est assez remarquable. En fait, le prestige et la fascination qu'exerce Enrico Berlinguer ne viennent pas seulement de sa fonction de secrétaire général du plus grand parti communiste d'Occident, avec 1 800 000 adhérents et 30% des voix aux élections. Enrico Berlinguer a été l'inventeur du compromis historique avec la démocratie chrétienne et les catholiques. C'est lui qui a lancé l'idée de l'eurocommunisme, très mal vu à Moscou, mais qui n'a duré que quelques années, sans doute à cause de la mauvaise volonté du Parti communiste français. Enrico Berlinguer a été très loin dans son rejet du modèle soviétique, sans aller jusqu'à la rupture. Il a condamné l'intervention en Pologne et l'invasion de l'Afghanistan. Peut-être qu'il a été quelque peu réhabilité ces derniers temps à Moscou en lançant une impressionnante campagne contre l'installation des missiles américains en Italie et en Europe. Ici, devant le siège du Parti communiste à Rome, il y a des militants, mais aussi beaucoup de sympathisants qui sont venus aux nouvelles. On a bien conscience en Italie du prestige dont jouissait Enrico Berlinguer. Le pape Jean-Paul II a tenu à faire savoir qu'il priait pour lui et il a fait transmettre ses vœux à la famille de Berlinguer.
Les 5 membres du commando se réclamant de l'ex-FLNC qui ont tué hier Jean-Marc Leccia et Salvatore Contini dans la prison d'Ajaccio, ces 5 hommes ont été entendus toute la journée par les policiers du SRPJ. De nombreuses interrogations demeurent en effet sur les conditions dans lesquelles 3 d'entre eux ont pu pénétrer dans la prison. Hervé Brusini et Claude Sicard ont mené leur enquête. Que s'est-il donc passé hier, ici, à 6 h du matin? Eh bien maintenant, on commence à vraiment le savoir. Regardez, derrière cette porte, il y a une autre porte. Et cela fonctionne un peu comme un sas de banque. Lorsque la porte qui est derrière est fermée, celle-ci est ouverte et vice-versa. Or, ce matin-là, les 2 seuls gardiens qui sortent les poubelles ont bloqué la première porte, bloqué cette porte, de telle façon que la voie était parfaitement libre pour le commando. Un commando qui n'a pas eu de peine à obtenir ce renseignement, puisque semble-t-il, chaque matin à la maison d'arrêt d'Ajaccio, c'est ainsi que les choses se passent. Étrange prison donc, puisque ces portes, tôt le matin, seraient tout simplement ouvertes. Mais n'y a-t-il pas d'autre explication à l'entrée du commando d'hier? C'est ce qu'est venu vérifier Jean Favard, le conseiller technique du garde des Sceaux pour l'administration pénitentiaire. D'ores et déjà, des enquêtes judiciaires et administratives sont ouvertes. Alors, complicité ou manquement, le procureur d'Ajaccio penche plutôt pour la faute professionnelle. Si ces 3 individus ont pu pénétrer avec une certaine facilité dans la prison, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, les 2 gardiens qui gardaient la prison, ils ont commis une grave faute, mais une faute professionnelle. Car, si vous voulez, ils devaient sortir les poubelles, un par un. Et ils ont sorti, semble-t-il, tous les 2 ensemble. C'est tout. Ils ont ouvert la porte. Alors, on a parlé d'individus en uniforme. Oui, c'est vrai, ils étaient en uniforme, mais les uniformes n'ont pas servi. Est-ce que vous pensez pouvoir faire la lumière sur l'affaire Orsoni, malgré ses morts? Non. Alors, moi, au départ, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, en fait, Orsoni, il était chargé par le FLNC d'intervenir auprès de Leccia pour le mettre en amende. Vous savez, ici, ce sont des procédés très courants. Hein. Il y a ce qu'on appelle les extorsions de fonds, ainsi de suite. Là, c'est Orsoni qui, en fait, a mis à l'amende Leccia. Alors, j'ai pensé que c'était le FNC. Mais je crois que je me suis trompé. Ce n'est pas le FNC. C'est une autre personne, si vous voulez, du milieu, qui était, et qui est, parce que lui il est vivant, si Leccia est mort, lui il est toujours vivant, qui à l'époque était en concurrence avec Leccia. L'arrestation de cet homme mystérieux dont on entend parler pour la première fois serait imminente. Côté indépendantiste, on se refuse toujours à croire à la thèse seulement criminelle de l'affaire Orsoni. Le frère de Guy Orsoni réfute non sans excès les propos du procureur. Il m'importe assez peu finalement de savoir ce que dit le procureur ou de ce que dit madame le juge d'instruction qui a mené un dossier à sens unique, qui visait non pas à chercher à se connaître la vérité de cette affaire, mais essentiellement à cacher à l'opinion publique la réalité du mobile politique de l'assassinat de mon frère. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de dire que, en mon nom personnel et au nom de toute ma famille, nous tenons à rendre un hommage particulier aux membres du commando du FLNC qui hier ont investi et se sont rendus maîtres de la prison d'Ajaccio. Derrière tous ces débats, selon les enquêteurs, il ne faudrait pas voir l'image facile et qui vient très vite à l'esprit lorsque l'on parle de la Corse, la célèbre vendetta. En fait, l'ex-FLNC aurait tout simplement tenté un énorme coup de propagande politique en faisant la démonstration de son audace. Et puis surtout, il aurait voulu adresser un avertissement très sanglant à la pègre. Reste que 5 hommes de l'ex-FLNC sont à présent en prison et qu'un important stock d'armes a été saisi. Dans l'opposition, Simone Veil et Bernard Pons dénoncent la dégradation de la situation en Corse où la légalité n'est plus respectée. De son côté, le ministre de l'Intérieur, M. Defer, a indiqué qu'il ne sous-estimait pas la gravité de ce qui avait été fait hier à la prison d'Ajaccio, en ajoutant que la situation en Corse s'était pourtant très nettement améliorée depuis 3 ans. Pour M. Defer, la solution du problème corse demeure possible. Le Premier ministre Pierre Mauroy, qui était demeuré un peu à l'écart depuis le début de la campagne pour les européennes, Pierre Mauroy était aujourd'hui à Tarbes, où il a abordé le problème de ces élections européennes. Il l'a fait en des termes politiques, s'adressant notamment à une partie de l'opposition, mais sans citer de nom. Le reportage de Pierre Alain.
Au pied des Pyrénées, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière espagnole, c'est à Tarbes que Pierre Mauroy a choisi d'énoncer officiellement et solennellement la position de la France sur l'élargissement du marché commun. Oui, résolument à l'entrée du Portugal et de l'Espagne dans l'Europe, à condition bien sûr de la préparer, cette entrée, plus soigneusement par exemple que celle de la Grande-Bretagne, à condition pour l'Espagne de respecter les règlements communautaires sur la pêche ou la production de vin. À condition donc, et aussi, d'être les uns et les autres plus solidaires, moins xénophobes, l'occasion pour le Premier ministre de dénoncer le tour pris selon lui par la campagne électorale du fait de la droite et surtout de l'extrême droite. Chacun voit bien en effet que la crise, comme toujours, favorise le développement des réactions xénophobes. Et je déplore à cet égard que certains groupes s'efforcent de constituer un capital politique sur de telles bases. La campagne électorale actuelle, comme déjà la campagne des élections municipales, en offre une regrettable illustration. Ce n'est pas en prêchant la haine que l'on assure l'avenir des peuples. L'histoire de l'Europe est là pour en témoigner. Ce n'est pas en voulant isoler ainsi la France et les Français que nous construirons l'Europe. Ceux qui tiennent de tels propos cherchent à tromper et à duper. Et je le dis très franchement, je souhaiterais, pour ma part, que l'opposition se démarque davantage de tels propos et d'une telle démarche. Je souhaiterais que la droite démocratique et parlementaire que je respecte, et il est bien qu'en France, il y ait les uns et les autres, mais je souhaiterais que la droite démocratique et parlementaire fasse montre de moins de faiblesse vis-à-vis de l'extrême droite. Une prise de position intéressante dans le débat européen, celle d'Yves Montand qui est resté fort discret ces dernières semaines. Dans un face-à-face avec Lionel Jospin organisé par le Nouvel Observateur, l'homme le plus populaire de France annonce qu'il votera pour la liste du Parti Socialiste aux Européennes parce qu'il approuve son projet et qu'il n'apprécie pas l'antisocialisme primaire de l'opposition. Et surtout, Yves Montand a fait ce choix parce que les socialistes se présentent dans cette affaire sans les communistes. Il précise que les élections passées, eh bien, il reprendra ses billes. Alors que la campagne officielle bat son plein, les grands partis, ou plutôt les grandes listes, sont d'accord sur un point au moins, tout faire pour marginaliser les listes les plus petites. Un exercice qui ne sera pas trop difficile pour les plus modestes, mais il en est une, en dehors de celle de Jean-Marie Le Pen, qui inquiète beaucoup les états-majors politiques. Il s'agit de la liste R, animée par Brice Lalonde, Olivier Stirn et François Doubin, d'où son surnom, la liste LSD. Bernard Pradino. Émilie vient tout juste de venir au monde. Son papa, Brice Lalonde, a d'abord interrompu sa campagne, puis présenté sa fille à ses colistiers. François Doubin est l'aîné des trois. Il fait partie de la direction de la régie Renault. Il est aussi l'un des dirigeants des radicaux de gauche. Olivier Stirn, ancien secrétaire d'État du temps de messieurs Pompidou et Giscard d'Estaing, est dans l'opposition, mais pas de façon systématique. Brice Lalonde, le père d'Émilie, est le toujours jeune homme politique symbolisant l'écologie. R de petite liste est devenue grande grâce à l'appui d'un groupe de sénateurs créé spécialement pour l'occasion. Pour la campagne, pas de grands meetings, mais une série de rencontres, de conférences de presse, de petites réunions pour défendre deux idées. Il faut développer l'Europe et lutter contre l'affrontement gauche-droite. Ça restera le premier. Très heureux de vous accueillir, tous ceux qui envisagent de donner de l'air à l'Europe et éventuellement à la vie politique française sont plutôt solidaires des intentions et des objectifs du maire d'Angers. C'est un grand jour pour nous, parce que c'est quand même rare une élection. Une des têtes de liste va être père de famille et c'est le premier enfant de Brice. Sa femme va accoucher aujourd'hui. On a eu une longue discussion et on lui a conseillé d'appeler, si c'était une fille, de l'appeler Europe. Une seule. Ce jour-là, de Nantes à Angers en passant par Limoges, les deux têtes de liste, Brice Lalonde est à l'hôpital, défendront leur idée du centre. Vous voyez ce qui se passe à droite. Quand on dit il y a la droite, eh bien non, il y a une grande cacophonie. Et de l'autre côté, ce n'est pas beaucoup mieux. Devant les élus, la presse écrite et la radio locale. Tous les trois, depuis 2 mois maintenant, nous démontrons que les Français peuvent se rassembler. Encore une fois, sans rien abandonner de ce qu'ils sont.
nous sommes tous les trois et nous avançons, et chaque fois qu'on nous soumet des dossiers particuliers ou qu'on nous pose des questions, eh bien nous arrivons facilement à avoir une position commune. Alors ni à gauche ni à droite, où ailleurs et pour quelle efficacité? Non, ni à gauche ni à droite, et non pas au plus ailleurs, mais droit devant. Ceux qui vont voter pour nous, d'ailleurs, vont le faire avec plaisir, parce qu'ils trouvent enfin un langage qui leur convienne. À l'heure actuelle, c'est vrai, beaucoup de Français ne veulent plus du combat droite-gauche. 3 hommes différents qui souhaitent décrisper la vie politique, même si leurs adversaires les trouvent un peu trop candides. Un nouveau soutien pour Simone Veil et la liste d'union de l'opposition, celui de Jacques Chaban-Delmas qui est venu apporter son aide hier soir à Madame Veil alors qu'elle se trouvait à Bordeaux. Monsieur Chaban-Delmas a notamment lancé un appel aux moins de 50 ans, ceux qui feront l'Europe de demain, a-t-il précisé. C'est une Européenne grand 1. C'est une femme qui, déjà, au Parlement européen, a fait un travail considérable, qui continue d'ailleurs à le faire, ce travail, qui a présidé le Parlement européen, et avec quelle fermeté d'âme, quelle distinction d'esprit, quel dynamisme, quelle intelligence. C'est Simone Veil. Au chapitre social, une mise en garde de la direction de Citroën qui menace de ne pas réaliser un programme d'investissement très important prévu à Aulnay-sous-Bois. Une menace qu'elle mettrait à exécution si les 2300 licenciements demandés étaient encore retardés. Vous savez que le gouvernement a demandé à Citroën de négocier sur ces licenciements en prévoyant notamment une modification de la durée du travail. On a beaucoup discuté sur l'absence des Allemands lors des cérémonies d'anniversaire du débarquement. Certains ont même regretté qu'il y soit plus question de victoire sur l'ennemi que de réconciliation dans le cadre de l'Europe. Un nouvel élément à verser au dossier, il est, vous allez l'entendre, assez touchant. Cela se passait à la cathédrale de Bayeux hier au cours d'une messe célébrée par Monseigneur Lustiger en compagnie d'un pasteur anglican et d'un évêque allemand. Ce dernier a demandé le pardon pour son pays. Au milieu de cette messe solennelle de réconciliation, Monseigneur Emil Stehle, évêque allemand de Quito en Équateur, a pris la parole. Son discours, tout à fait improvisé, a profondément marqué l'assistance. L'Allemagne totalitaire et idéologique a commis une grande injustice envers votre nation. L'Allemagne nouvelle a demandé pardon et demande encore pardon. Et je confesse que pendant tout mon séjour en Normandie, je n'ai pas entendu aucune parole contre la dignité de ceux qui demandent pardon. Une cérémonie du souvenir avait par ailleurs lieu ce matin au cimetière allemand de la Cambe, dans le Calvados, où plus de 20 000 soldats allemands sont enterrés. Une cérémonie discrète qui avait notamment pour but de souligner la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Isabelle Bechler. Émotion et cérémonie officielle ce matin dans le cimetière militaire allemand de la Cambe, près d'Isigny, à quelques kilomètres des plages du débarquement allié. Les honneurs étaient rendus aux soldats allemands tombés en Normandie par de jeunes soldats français qui ont interprété les hymnes nationaux français et allemands. Pour cette commémoration, l'ambassadeur de RFA a accueilli le secrétaire d'État français aux anciens combattants, mais il n'y avait aucun représentant de la République démocratique allemande. Mot d'ordre de tous les discours, la réconciliation par la jeunesse. Cette jeunesse a assumé pleinement l'héritage que dépend l'avenir même de nos sociétés de liberté et de droit. Devant les familles des 21 160 soldats ensevelis là, le ministre comme l'ambassadeur ont surtout évoqué l'amitié franco-allemande et la construction européenne. Pour eux, il fallait avant tout oublier l'amertume et les souffrances anciennes. La construction même de ce cimetière de la Cambe fut tout à fait symbolique. Ce sont des chantiers de jeunesse internationaux qui l'ont aménagé à la fin des années 50. Un lieu poignant qui appelle le recueillement et où le mot allemand pour cimetière, Friedhof, soit enclos de paix, prend tout son sens. Des anciens combattants allemands viennent s'y recueillir souvent sur la tombe de leurs camarades. Peter Rosenfeld, lui, avait 18 ans au moment du débarquement. Je suis européen et les Français sont aussi européens. Et je voudrais dire qu'il n'y a
pas de différence entre Français et les Allemands. Ce sont tous les hommes et ce sont tous les Européens et ce sont tous citoyens de ce monde. Citoyens de ce monde eux aussi, les Anglais l'ont prouvé avec ce coquelicot qu'ils sont venus planter au milieu des croix de granit allemandes. Le livre de témoignages des visiteurs va dans le même sens, d'où qu'ils viennent. Une constante, plus jamais ça. À 2 jours seulement de l'arrivée du Tour d'Italie, le fameux Giro, Laurent Fignon a profité de la dernière étape disputée dans la montagne pour s'emparer du maillot rose aux dépens de l'Italien Francesco Moser. Un exploit pour le Français qu'on attendait avec beaucoup d'impatience depuis déjà plusieurs jours, même si tout doit se jouer dans l'étape de dimanche contre la montre. Henri Bodiguel. En arrivant hier soir à Val Gardena et après avoir sensiblement réduit son retard sur le maillot rose, Laurent Fignon avait laissé tomber « Je sens que maintenant Moser est à ma portée ». La dernière étape de montagne disputée aujourd'hui entre Val Gardena et Araba et qui comprenait le passage de 5 cols aura confirmé à la fois la lucidité et la classe de Laurent Fignon, puisque le leader de l'équipe Renault a non seulement endossé ce soir le maillot rose, mais encore il a pris un avantage substantiel sur Moser qui n'a rien pu faire malgré les nombreuses complicités dont il bénéficie pourtant dans le peloton. Laurent Fignon l'a donc emporté après une échappée de 60 km et bien que pénalisé de 10 secondes pour un ravitaillement hors des zones prévues, le Français possède ce soir 1 minute 31 secondes d'avance sur Moser, 8e de l'étape et pénalisé de 5 secondes pour avoir été poussé. Il fallait attaquer de très loin dans les passages les plus durs, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée. Ça a été difficile, mais enfin ça a réussi. Comment s'est comportée la foule italienne à votre égard? On avait beaucoup pensé qu'elle pourrait soutenir Moser, pousser les Italiens dans les cols contre vous finalement. Et on avait demandé hier à Toriani une course régulière, sinon on quittait la course, car bon, il y avait eu quelques irrégularités. Aujourd'hui, bon, on a bien essayé de me faire tomber une fois, j'ai reçu un peu de vinaigre et puis un ou deux crachats, mais enfin dans l'ensemble ça a été. 1 minute 30, un peu plus d'ailleurs, sur Moser. Est-ce que ça n'est pas trop peu quant au contre-la-montre de Vérone? Là, si on se base par rapport au contre-la-montre de Milan, où j'ai perdu une 28 en 38 km, à Vérone il y a 42 km, donc 4 de plus, je pense que normalement je devrais faire un meilleur contre-la-montre qu'à Milan. Et avec le maillot rose, je serai encore bien plus motivé et j'espère bien le conserver. Autrement dit, vous pensez ce soir avoir gagné le Tour d'Italie? Je pense que j'ai de grandes chances de l'avoir remporté aujourd'hui. Oui, le rose va décidément très bien à Laurent Fignon. Tout va bien pour Philippe Gentot, dont le catamaran a chaviré hier dans la Transat. Il a été récupéré par un bâtiment de la Marine nationale en milieu de journée, après avoir passé la nuit sur l'une des coques de son voilier. On va essayer maintenant de retourner le bateau en espérant ainsi le sauver. La météo du week-end maintenant avec Brigitte Simonetta. Nous nous désespérions, nous nous lamentions et voici qu'enfin nous pouvons chanter le jour où le soleil brillera. Ce jour, c'est demain, peut-être même dimanche et lundi. Regardez la photo satellite, tous ces nuages vont s'enrouler sur eux-mêmes et s'évacuer vers l'est. Ils vont laisser alors la place à l'anticyclone des Açores bien sûr. En résumé, sur notre carte de demain, encore quelques résidus pluvieux sur l'extrême sud-est et la Corse, partout ailleurs. Le matin, un brouillard dense, épais, soyez prudents en voiture. Ce brouillard fera presque penser à du mauvais temps, mais l'après-midi, de vraies belles éclaircies se développeront. Le baromètre et le thermomètre est en hausse, de 17 à 21 degrés sur la moitié nord et de 17 à 23 degrés sur la moitié sud. En ce samedi 9 juin, le soleil se lèvera à 5h47, vous voyez, j'en perds la notion du temps, se couchera à 21h52, les dianes seront à l'honneur et puis vous serez encore très nombreux à prendre votre voiture. Alors, Bison Futé vous conseille de ne pas prendre la route entre 9h et 15h et même 18h si vous devez emprunter l'autoroute A13. Une information de toute dernière minute qu'on vient de m'apporter, le parquet d'Ajaccio vient d'ouvrir une information judiciaire pour apologie de crime et requis un mandat de dépôt contre Alain Orsoni, le frère de Guy Orsoni, que vous avez pu entendre tout à l'heure, le militant nationaliste corse. Donc, la raison de ce mandat de dépôt, certainement les déclarations qui rendaient hommage à l'action de commando du FLNC. Voilà, dernier journal à 22h50, juste après Apostrophe. Demain, 12h45, Antenne de midi. Et je vous retrouverai à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2. Bonsoir.